Bonjour. Nous allons voir ensemble, à la demande de Ludovic, si faire baisser la tête du cheval a un effet apaisant. C'est en effet une question qui revient souvent quand on s'intéresse au travail à pied, avec les principes de ce qui s'appelle, on va dire communément, l'équitation éthologique ou le horsemanship. On voit souvent cet exercice réalisé et Ludovic le pratique lui aussi. Donc la question c'est est-ce que ça a un réel intérêt, même physiologique, sur le cheval? Et il y avait une question que Ludovic avait eue, c'est est-ce que même les chevaux sécrètent des endorphines quand on leur fait faire cet exercice, quand on leur fait adopter cette posture? Donc je propose ici d'y répondre à travers des connaissances scientifiques et puis aussi des questionnements qui restent en suspens. Je suis Hélène Roche, titulaire d'un DESS d'éthologie appliquée, et je suis spécialisée en vulgarisation scientifique sur le comportement du cheval. Déjà, si on part du simple postulat, même simpliste, que si la tête est basse, il y a forcément du relâchement, ben ça c'est faux. Contrairement à ce que montre cette image où on se dit bah oui, un cheval qui broute, il est relâché, il y passe la majeure partie de son temps, donc forcément il va être bien dans cette position-là. Ça, en fait, on n'a aucune preuve vraiment de ça. Et est-ce que quand il est en train de brouter, il est relâché? Ça reste à démontrer. Même en dépassant le simple fait de cette posture de tête baissée pendant qu'ils sont en train de s'alimenter, on a d'autres cas où les chevaux sont en position quasiment comme en train de brouter et pas du tout relâchés. Et je vais vous montrer ça en image. Il y a une posture que les étalons adoptent qui s'appelle la conduite, enfin que les éthologistes appellent la conduite ou herding en anglais, qui est celle que vous voyez sur cette image d'un étalon Przewalski qui fait une conduite sur son groupe. Donc cette posture, elle vise à garder les membres de son groupe avec soi, mais à les écarter d'une source de dérangement, potentiellement d'autres étalons le plus souvent. Donc vous voyez dans cette posture-là l'expression faciale de ce cheval avec les oreilles plaquées sur la nuque, la bouche extrêmement contractée, les naseaux étirés vers l'arrière qui du coup sont comme rétrécis et aplatis. Et là vous avez une expression faciale qui habituellement vous la connaissez, mais pas avec le nez au ras du sol comme ça, mais plutôt avec une encolure relevée qui est une menace de morsure. Et en général, vu l'expression comme ça, c'est vraiment très proche de la morsure. Et en effet, au cours de la conduite, les étalons vont mordre. Alors ils mordent pas les pieds ou les boulets des chevaux qu'ils ont devant eux, mais les jarrets et beaucoup plus souvent même la croupe. Donc ils vont relever la tête et mordre la jument ou le poulain, ils vont le faire aussi sur des poulains, qu'ils veulent déplacer. Et les étalons peuvent le faire aussi entre eux, parmi les groupes de mâles célibataires. Donc cette posture, elle n'est pas très fréquente en conditions de vie domestique. On a des chevaux qui arrivent à déplacer les autres en étant derrière, mais avec une encolure plutôt proche de l'horizontale et en menace de mordre, mais pas avec ce nez vraiment au ras du sol, avec l'extension de la tête et de l'encolure très prononcée, même à son maximum d'ouverture. Donc vous voyez sur cette photo là que cet étalon fait ça au trot, ça peut se faire au galop aussi, mais ça peut se faire aussi beaucoup plus tranquillement. Comme sur cette photo où cet étalon Altaï le faisait sur un poulain de 2 ans et il le faisait au pas. Et d'ailleurs vous voyez que le poulain, en étant en train d'obtempérer et de se bouger pour aller vers là où lui indique les talons, il a la queue rentrée entre les fesses et il fait un snapping, donc lèvres étirées vers l'arrière. En fait il est en train de claquer des mâchoires, ce qui est caractéristique des poulains, des jeunes, en dessous de... on va dire de 3 ans jusqu'à 4 ans éventuellement. Donc dans cette posture là, le cheval qui l'a fait, il a le nez au ras du sol, donc l'encolure extrêmement abaissée, on ne peut pas baisser plus l'encolure, et pourtant il est absolument pas relâché, il est même donc prêt à mordre, et c'est quelque chose qui émotionnellement est vraiment quelque chose visiblement d'élevé. Alors ce serait intéressant de prendre des paramètres physiologiques sur ces chevaux. Alors sur nos Przewalski, ce serait difficile de le faire parce qu'on les manipule pas, mais sur des chevaux, des étalons qui font la monte
en liberté et qui vont parfois adopter ce comportement-là, voir par exemple leur rythme cardiaque, est-ce qu'il est différent de quand ils se déplacent à la même allure mais sans cette posture. Ce serait intéressant. Donc voilà un exemple de chevaux tête baissée qui ne sont absolument pas détendus et relâchés. Et encore moins apaisés. Ils sont plutôt très dérangés s'ils font ça. Vous avez aussi les cas, alors qui sont peut-être donc pas très fréquents, mais quoique peut-être si vous avez vu un chat ou un chien traverser le pré ou le paddock de votre cheval, vous avez peut-être vu votre cheval le charger avec le nez, un peu comme dans la posture qu'on vient de voir de conduite, le nez proche du sol. Et là, c'est ce qu'on voit sur cette photo que j'avais prise donc sur les chevaux de Przewalski. On avait fait une expérience avec un chien loup tchèque pour voir comment se comportaient nos chevaux face à un potentiel prédateur. Est-ce qu'ils avaient une réaction d'évitement ou au contraire même d'agression? Et là, vous voyez, donc je l'ai entouré sur l'image de ce chien, on a une attitude extrêmement donc, menaçante de la part de l'étalon qui se trouve sur l'extrême gauche, là qui est le plus foncé, et d'une jument aussi qui est de l'autre côté. Et on a une encolure qui est déjà abaissée et qui pourrait même être plus basse que ça. Et il est clair que dans cette séquence-là, ce que cherchent à faire les chevaux, c'est mordre et donner des coups de pied d'antérieur, de frapper avec leurs antérieurs. Là, en l'occurrence, le chien, et on sait qu'avec les prédateurs, ils peuvent faire ça aussi. Donc, l'encolure de nouveau baissée ne laisse en rien présager de l'apaisement et de la détente de celui qui baisse son encolure. Et dans le même ordre d'idées, pour en avoir discuté avec des gens qui manipulent des chevaux parfois dangereux et problématiques, ce qui est le cas d'Andy Booth, en fait il y a des cas d'attaque avec des chevaux qui pourraient sembler relâchés. Alors j'ai fait exprès de prendre cette photo de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux avec Robert Redford qui est accroupi face à un cheval. Et on pourrait avoir l'encolure plus basse. Donc là on a... Voilà, dans ces images, il n'y a pas ce dont je vais vous parler, mais c'est dans cette posture-là, par exemple, qu'Andy Booth s'est fait attaquer une fois. Il y a eu une vidéo, donc moi j'avais eu l'occasion de voir, et le cheval était vraiment avec le nez au ras du sol, pas en attitude menaçante, il n'y avait pas d'expression faciale d'agression, et en une fraction de seconde, le cheval s'est jeté sur Andy, avec les oreilles plaquées sur la nuque. Vraiment dans le changement, dans le mouvement, il a changé d'attitude avec cette expression faciale, donc il n'y avait pas moyen d'anticiper. Et ce changement extrêmement brutal et rapide d'agression avec le nez au ras du sol comme ça, moi je l'ai déjà vu sur les Przewalski aussi en train d'approcher quelque chose, qui même ils vont s'approcher avec les oreilles vers l'avant, le nez au ras du sol, et dans l'instant d'après, ils vont plaquer les oreilles sur la nuque et se jeter dessus, mais le moment où ils vont faire ce changement, c'est presque au moment du contact. C'est à quelques centimètres de ce qui les dérange en fait. Donc de nouveau, on a quand même des exemples d'agression avec des chevaux qui étaient auparavant avec même une attitude qui semblait relâchée. Donc dire que l'abaissement de la tête amène la décontraction, je pense qu'il y a vraiment des réserves à avoir déjà avec ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on a des données scientifiques? C'était la question qui était posée à Ludovic. Est-ce qu'il y a des données scientifiques, des études qui montreraient ou infirmeraient cet état-là de relâchement lié à l'abaissement de l'encolure? En fait, il y a une seule étude sur ce sujet qui a été publiée en 2007 par donc une équipe australienne. Et vous voyez donc le titre en français, c'est « Réponse comportementale et physiologique des chevaux à l'abaissement de la tête ». Et donc ce qui a été fait dans cette étude, c'est qu'ils ont comparé plusieurs lots de chevaux. D'abord donc une première expérimentation avec 2 lots de chevaux. Un lot qui
est manipulé normalement, et un autre qui, lui, on lui apprend à baisser la tête au cours de la même séquence, et on note le rythme cardiaque donc, de ces deux lots de chevaux. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'abaissement du rythme cardiaque dans le lot des chevaux qui vont apprendre à baisser la tête. Alors il relève aussi d'autres comportements, donc c'est pas du comportement d'ailleurs le rythme cardiaque, mais il note par exemple le fait de mâchouiller, d'avoir un postérieur fléchi, de éventuellement flairer le sol, l'orientation des oreilles. Il note pas mal de choses. Et en fait, il n'y a rien qui ressort, rien du tout. Ils vont aussi avoir un autre lot de chevaux, donc c'est en fait une seconde expérience, on pourrait dire, mais qui complète les informations de la précédente, en cette fois-ci faisant un petit peu peur aux chevaux, en stimulant leur niveau d'éveil, on parle de niveau d'éveil, jusqu'à aller à des rythmes cardiaques de 100 battements par minute. Donc 100 battements par minute, ça correspond déjà à un bon stress, qui rien qu'en restant immobile peut être atteint si le cheval a peur. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont noté donc, le rythme cardiaque de chevaux à qui on fait peur, et pour lesquels on fait rien de plus, et puis ceux à qui on demande de baisser la tête. Et de nouveau, on n'observe rien de probant, ou en tout cas de différent, entre les deux lots de chevaux, et ceux à qui on demande de baisser la tête juste après le petit effet de stress, il n'y a pas de différence avec les autres. Par contre, là, je vous dis bien, c'est des chevaux à qui on demande de baisser la tête, donc par pression sur le licol, c'est ce qui était fait, comme on fait en horsemanship, en travail du cheval à pied. Par contre, ils n'ont pas été entraînés depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines même à répondre à l'abaissement de la tête. C'est pas quelque chose qu'ils ont appris avant, c'est fait pendant l'expérience. Donc en tout cas, la seule étude qu'il y a sur le sujet, elle nous dit non, on n'observe pas de lien entre abaissement de la tête et relâchement, et même effet calmant. Et même ils vont de là, ils disent même on a du mal à identifier des signes de relâchement. Tout court. Donc indépendamment du fait d'abaisser l'encolure, quels seraient des signes probants de relâchement? Donc les questions qui restent en suspens, c'est ce que j'ai évoqué juste avant, c'est est-ce que peut-être l'effet de l'entraînement, de la répétition, pourrait amener le cheval à généraliser cette posture et cette réponse face à quelque chose qui pourrait le déranger. Donc d'abord dans des circonstances où le cheval est relâché, on lui apprend à baisser la tête, et ensuite petit à petit on va le faire avec des choses qui peuvent potentiellement l'éveiller un petit peu et qui pourraient lui faire peur. On lui apprend à répondre en baissant la tête et le stimulus s'arrête. Là dans ces cas-là on est en train de faire on peut appeler ça du conditionnement, et même on appellerait ça du contre-conditionnement. On dit tu vois, quand tu baisses la tête, et le truc qui te dérange, il s'arrête. Donc ça donne du contrôle pour le cheval sur la stimulation qui le dérange. Donc il peut apprendre qu'en faisant ça, en adoptant cette réponse-là, finalement le truc qui le dérangeait disparaît. Et à force de le répéter et d'agir de cette façon-là, peut-être que ça pourrait amener le cheval à avoir plus confiance dans cette réponse-là, et donc à l'adopter et à se dire que c'est la solution, et donc que ce soit rassurant. Et ça, je vous dis ça, c'est vraiment des idées, et ça n'a pas été étudié. Et c'est vraiment en le faisant, je pense, avec cette procédure-là. Et ensuite, faire la même chose dans des environnements non familiers, avec des stimulus que le cheval connaît déjà, par exemple avec l'exercice du drapeau, faire baisser la tête et que le cheval se concentre sur cet exercice. Et le fait qu'il connaisse cet exercice, ça peut être rassurant. Donc il y a aussi cet effet-là. Donc là, je serais même dans l'incapacité de vous dire quels sont les mécanismes véritablement à l'œuvre en utilisant les mots justes en théorie de l'apprentissage. Ça mériterait vraiment de creuser et puis de voir vraiment comment les chevaux le vivent pour pouvoir qualifier ces types d'apprentissage-là. En tout cas, clairement, des associations quand même, et je pense qu'on peut être plutôt du côté des conditionnements opérants. Et puis encore
plus encore différemment, hein, pour l'attitude du cheval, ce serait si on ajoutait des récompenses alimentaires aussi à chaque fois. Peut-être qu'il y aurait un relâchement, ou au contraire plus d'éveil. Ça c'est difficile aussi à appréhender. Est-ce qu'on suscite un petit peu d'intérêt, donc un niveau d'éveil plus élevé, donc des réponses physiologiques qui correspondent à de l'éveil, mais qui ne sont pas néfastes, hein, qui sont même plutôt recherchées pour l'apprentissage par exemple. Mais du coup, on n'est plus sur notre question de départ, est-ce que c'est du relâchement ? Peut-être pas. Mais peut-être que c'est quand même intéressant de le faire. Que le cheval associe du plaisir avec quelque chose qui au départ pouvait le déranger. Donc, ça c'est les questions que je soulève, mais si jamais la stimulation était différente de celle de la manière dont on a entraîné le cheval, donc je vous disais, on fait du contre-conditionnement, on va arrêter la stimulation qui dérange le cheval au moment où il baisse la tête, et ça va donner donc du contrôle pour le cheval sur son environnement. Si maintenant, quand je fais ça, la stimulation n'arrête pas, alors j'imagine par exemple un sac plastique qui est accroché, qui s'est pris dans une haie et je passe à côté à pied et j'ai absolument aucun moyen d'arrêter le sac plastique qui est en train de bouger parce que c'est aléatoire, c'est avec le vent, moi je peux pas l'arrêter. Et je demande à mon cheval de baisser la tête, mais quand il baisse la tête, ce sac plastique il va continuer à bouger. Et bien ça, ce serait intéressant de voir et de l'étudier. Peut-être même que vous-même, vous l'avez déjà expérimenté. Est-ce que d'avoir entraîné plein de fois mon cheval dans des contextes où il est relâché, où ça se passe bien, où il contrôle la situation et peut-être même où il va obtenir des récompenses alimentaires, il a fait des associations positives avec ça, peut-être que j'ai construit quelque chose d'assez solide et que mon cheval, en baissant la tête, ça lui apporte, je sais pas comment on peut dire, un réconfort. Il sait ce qu'il doit faire, il sait que c'est la réponse qu'on attend de lui, il y a aussi ça, peut-être le lien avec la personne, et que du coup ça va avoir l'effet escompté qui est l'effet apaisant. Par contre, je doute qu'en ayant fonctionné d'une autre manière, ça puisse avoir cet effet-là. Et autre chose aussi, si peut-être que ça marche pas du tout et que c'est suffisamment effrayant parce que l'environnement est nouveau, parce qu'il n'a pas généralisé que ce sac plastique c'était un sac plastique comme le sac plastique auquel il a été entraîné, et que ça génère un niveau d'éveil et donc de la peur tellement élevé que malgré l'entraînement qu'on a pu faire de baisser la tête face à ce type de stimulus, il n'y a pas de généralisation. Et le cheval a quand même un niveau de peur présent et que l'exercice n'apporte rien en fait. Donc ça, j'ignore vraiment comment ça se passe, et en plus ça peut vraiment dépendre de la stimulation effrayante à laquelle est confronté le cheval, et aussi de son vécu et du type d'entraînement vraiment qu'on a mené au préalable. Ce qui reste aussi comme question, c'est du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à faire cet exercice-là ? Donc ça, c'est pas moi qui pourrais vous répondre. Moi, je manipule pas suffisamment de chevaux pour vous dire oui, j'y vois réellement un intérêt. Maintenant, pour discuter quand même avec des personnes qui manipulent beaucoup de chevaux, qui font du débourrage, ils voient de toute façon un intérêt à habituer le cheval à des stimulations potentiellement effrayantes sans aller chercher une réponse de peur, mais en amenant progressivement des stimulations effrayantes. Et visiblement, d'après Andy notamment, d'après Ludovic aussi, demander au cheval de baisser la tête, ça a un intérêt. Ça a un intérêt, peut-être que c'est pas celui auquel on pense tout de suite. Il y a peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un effet de masquage, c'est un petit peu ce que j'évoquais avec ce cheval qui est dehors et dans une haie, il y a un sac plastique qui bouge au gré du vent, et on lui demande de faire cet exercice-là qu'il connaît, et du coup il va se concentrer sur l'exercice, et donc ça va détourner son attention du reste de l'environnement potentiellement effrayant, et donc ça va peut-être permettre de passer au pas tranquillement près de cet objet, ou même de s'en rapprocher,
et que finalement, ça se passe bien, mais que du coup, c'est un autre effet que celui de l'apaisement par le fait de baisser l'encolure. Voilà. Et l'autre question aussi, c'est est-ce que quand on entraîne le cheval à baisser la tête face à des stimulations éventuellement effrayantes, mais juste même à baisser la tête par la pression du licol, est-ce que ça fait une différence d'obtenir réellement du relâchement chez mon cheval? Donc je vois qu'il est relâché, par rapport à obtenir cet abaissement de l'encolure de façon assez mécanique sur un cheval qui reste très contracté. Et ça, je fais des petites mimiques en le faisant, et ben aujourd'hui, on a quand même encore du mal en éthologie, en recherche, à avoir des signaux clairs pour dire oui, ça c'est du relâchement, non, ça c'est de la tension. Et je pense que les hommes et les femmes de chevaux qui manipulent beaucoup de chevaux arrivent à percevoir des petits signes, à force de pratique, qu'ils ne vont pas forcément mentionner quand ils vont transmettre, s'ils enseignent, parce que eux les remarquent, mais c'est au niveau inconscient. C'est comme vous, quand vous parlez avec quelqu'un, vous percevez si la personne est détendue ou si elle semble absorbée par autre chose, distraite, parce qu'il y a des micro-signes, l'orientation des yeux, les clignements des yeux, des contractions musculaires, des petits signes qu'on est habitué à lire en fait depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est bébé, et qui sont vraiment développés. On développe cette faculté à lire des signes, qu'on peut aussi les développer en lisant ces signes-là chez le cheval, mais finalement arriver à les décoder et à en prendre conscience et à dire vous voyez, c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas forcément évident. Et là je pense qu'en termes de recherche, on gagnerait en tant que chercheur à aller demander à des gens qui manipulent beaucoup de chevaux quels sont les signes qu'ils voient, ou même s'ils sont pas capables de voir les signes, à avoir des vidéos par exemple ou des photos, de dire là oui, là le cheval pour moi il est relâché, et qu'on arrive peut-être comme ça à additionner des cas où on peut dire oui, ça c'est là on a plusieurs personnes qui disent qu'il est relâché, faut qu'on trouve les points communs. Et je pense que ça, ce sont des pistes intéressantes. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence donc à faire baisser la tête à un cheval en cherchant des signes de décontraction ou non? Ça c'est encore une autre question. Mais déjà pour ça, il faudrait arriver à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un signe de relâchement, ou à l'inverse, si on ne peut pas parler de relâchement, de contraction. Et si je vous ai mis là en photo et sur la diapositive précédente l'œil d'un cheval, c'est parce que on commence à s'intéresser plus finement en recherche à l'ouverture de l'œil. Et vous voyez par exemple sur la photo là, sur cette diapositive, on a un cheval qui est, pour moi, mais ça mériterait de la quantification pour le vérifier, un cheval qui est attentif, mais en partie relâché. Il n'est pas à un niveau d'éveil où on peut dire vraiment c'est de la peur, comme sur la photo précédente, où même on voit le tour de l'œil. Là, on a un cheval qui peut être attentif, et en fonction de ce qu'il fait, parce que c'est pas suffisant d'avoir un seul signe, il faudrait regarder l'orientation des oreilles, peut-être la contraction des muscles faciaux, et aussi les clignements des yeux. Donc ça, peut-être vous en avez entendu parler. Les chevaux qui vont arrêter de cligner des yeux, c'est visiblement qu'ils sont attentifs, et parfois l'attention précède le mouvement ou l'agitation. Et un cheval par contre qui va cligner des yeux, c'est plutôt un cheval qui va être relâché. Mais comme nous, quand on est en train de parler et qu'on se concentre sur quelque chose, là par exemple tout de suite, hop, je cligne plus des yeux parce que je me concentre sur la direction à qui je m'adresse. Et après, une fois que je passe à autre chose, je me remets à cligner des yeux. Donc ça, c'est des petits signes comme ça qui peuvent être intéressants. Et je pense que ça mérite vraiment de l'attention et à regarder ça. Et je pense que des personnes comme Ludovic, comme Andy, ont d'autres choses à vous dire aussi sur les signes que eux peuvent repérer chez les chevaux, et aussi des erreurs qu'ils ont pu commettre et qui ont pu leur
leur montrer que finalement ils pensaient que certains signes étaient fiables en toutes circonstances, et puis en fait ils ont des chevaux qui leur ont démontré que non. D'où l'exemple que je vous ai donné d'attaque d'un cheval avec l'encolure vraiment vers le bas. Et je pense qu'il y a plein d'autres cas comme ça. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour, en tout cas vous avez compris que d'un point de vue scientifique, on a une seule étude sur l'abaissement de l'encolure et le lien qu'il pourrait y avoir avec l'apaisement chez le cheval. Et on n'est même pas allé chercher du dosage hormonal comme dosage d'endorphine par exemple, ça on n'a absolument pas fait. C'est très rare, enfin c'est quand même assez rare d'avoir des études chez le cheval qui couplent le comportement et l'aspect hormonal, c'est parce que c'est invasif hein, souvent. Soit il faut récupérer de la salive, et donc faut aller triturer dans la bouche, ça induit un stress. Ou alors prendre du sang et faire une prise de sang. De nouveau, on va intervenir et ça va avoir une incidence assez immédiate en quelques minutes sur justement ce qu'on veut mesurer sur le plan on va dire biochimique chez le cheval. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'informations. Je pense qu'au niveau du comportement, on aurait encore des choses à explorer. Et je vous invite à bien observer vos chevaux et à regarder ce qui se passe chez les uns, chez les autres, quand on leur demande de baisser la tête, et selon l'environnement aussi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.